Faut être stratège. En 2024, si t'es pas stratège en e-commerce, reste chez toi, pas autre part. La concurrence commence à devenir féroce. Lancer un site, ça coûte rien. Ça y est, maintenant, tout le monde veut se lancer. Tout le monde a compris le jeu. Faire 1 million, pour reprendre l'exemple, en un an sur Amazon, franchement, c'est possible si tu as un gros budget, mais autrement, ça va être plus compliqué. Pareil, comme a dit Omar, il faut aussi des compétences. Si je suis plutôt généraliste, j'ai des produits mainstream sur Amazon, j'irai jamais sur Shopify parce qu'il n'y aura pas de sens à créer une marque. Tu auras petit mal à créer une marque. Peut-être que d'un point de vue entrepreneurial, c'est vrai qu'en France, on a l'impression qu'on est bridé, quoi. C'est dommage parce que moi, j'en vois même autour de moi, et des gens qui étaient en école de commerce avec moi, etc. La plupart de ceux qui réussissent le mieux, ils partent de la France parce qu'ils n'ont plus le choix. Si tu pars pour payer moins d'impôts, mais c'est ce que je dis. Mais les gens partent parce qu'au bout d'un moment, ils ont de l'argent, ils se posent toutes ces questions sociales. Mais justement, ce que je te dis, c'est que quand tu es en bas d'échelle au départ, tu pars, mais pour aller où ? Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast On parle pas chinois. Aujourd'hui, on va pas parler chinois et on va tout vous dire sur le mode de vie d'un e-commerçant en 2024. On va aussi discuter d'expatriation et du personal branding. Ce seront les 3 sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Je suis Mehdi, entrepreneur expatrié, cofondateur de Sinosourcing. Et aujourd'hui, on est 4 entrepreneurs avec 4 différents profils, mais avec un point commun. On développe tous l'écosystème Sinosourcing, une plateforme franco-chinoise pour faire du e-commerce depuis la Chine, avec pour objectif de devenir le leader et de créer des boutiques qui vont générer des millions d'euros. Dans ce podcast, on va surtout parler business, mais aussi on va parler de nos vies privées, de nos stratégies, de notre vision et de nos différents business. On est tous des amis, mais on est aussi associés dans différentes entreprises. Salut les gars, merci d'être là pour ce premier épisode. Donc, on va commencer par le plus connu, Jean Perry. Merci Jean d'être là. Ciao, bonjour à tous. La vedette Jean Perry de la chaîne Sinosourcing. Mathieu, le fameux vendeur Amazon. Merci Mathieu d'être là et on a beaucoup de choses à apprendre de toi et tu vas nous raconter pas mal de choses. Merci. Et enfin, le moins connu, mais celui qui va arriver très très fort sur YouTube, très très fort sur le milieu du e-commerce, c'est Omar. Salut Omar. Salut Mehdi, salut à tous. Alors, on va pas perdre de temps et on va directement aborder le premier sujet. Donc, on va commencer par Mathieu. Mathieu, toi, comment tu as fait pour gérer ton travail à plein temps, donc ton salariat, et la création de ta boutique? Alors, c'est une très très bonne question. Alors aujourd'hui, je pourrais répondre d'une façon beaucoup plus claire, mais au départ, j'étais un petit peu dans l'inconnu parce que justement, ce genre de question n'a jamais été abordé. On passe directement dans le fait de monter son business. On t'explique pas vraiment l'organisation et comment ça se passe dans le back office. Donc, ce que j'ai fait, moi de base, je suis pas forcément quelqu'un de très organisé. Je suis quelqu'un d'assez intuitif et d'assez spontané. Donc là, pour le coup, il a fallu vraiment que je mette ça en place. Donc moi, j'ai eu la chance, en fait, même si c'était une période difficile pour l'e-commerce, mais j'ai eu la chance de faire ça pendant le Covid. Donc, on était tous à la maison. Moi, j'étais dans un travail où le télétravail, ils étaient allergiques. Donc, il y avait aucune mise en place. Et là, j'ai eu l'opportunité, justement, d'avoir le télétravail pendant le Covid. Donc, j'ai pu m'organiser un peu à ma guise. C'est-à-dire que je faisais toujours mon travail de façon qualitative. Ça, pour le coup, j'ai un code moral et une éthique professionnelle. Je faisais toujours mon travail, mais je m'organisais. C'est-à-dire que je pouvais prendre une pause, on va dire, midi un peu plus longue et faire mes recherches, par exemple, sur Helium 10 et prendre 2-3 heures. En tout cas, je séparais bien les deux et je m'accordais forcément tous les jours une discipline de travailler entre 1 et 3 heures, au minimum 1 heure, et le week-end aussi. Tu vois. Et c'est ça, en fait, la rigueur. Il faut faire un petit pas tous les jours et s'organiser en conséquence. Ok, merci Mathieu. Et toi, Omar, que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience en tant que... Toi, tu étais freelance, je crois que tu n'es pas vraiment salarié, mais bon, je veux dire que c'est à peu près pareil. Ouais, moi, j'ai pas été vraiment salarié. Très peu, très court. Donc moi, j'ai toujours été un peu freelance. Donc après, j'ai bossé à mon compte pas mal de temps. Je pourrais pas du coup te répondre réellement sur la transition salarié-entrepreneur. Entre freelance et e-commerçant, c'est à peu près la même chose, à peu près la même charge de travail. Mais ouais, moi, je peux pas te répondre là-dessus parce que j'ai pas été vraiment salarié. Ok, très bien. Donc Jean, toi, je te pose pas la question parce que toi, t'as jamais été salarié en fait. T'as toujours eu des J'ai cumulé quelques expériences salariales quand même. Au début, juste après avoir été diplômé, mais c'était vraiment pas, je me suis pas senti très à l'aise dans ces fonctions et j'ai vite senti la nécessité de voler de mes propres ailes et de ne pas dire amen à un patron qui allait me dicter et me dire ce matin tu as 5 minutes de retard, Jean. J'ai toujours évolué, en fait, on va dire que j'ai accumulé 2-3 expériences après mes études. J'ai toujours évolué dans des fonctions, on va dire, assez commerciales, dans le but d'intensifier les activités commerciales de telle ou telle entreprise. Et bizarrement, je suis tombé sur des gens qui étaient pas très honnêtes, qui m'ont pas payé à juste titre, à ma juste valeur, et qui ont surtout contourné des contrats que j'ai moi-même ramenés.
pour ne pas te payer de commission. Donc ça m'a très vite dégoûté, ça m'a très vite poussé à me lancer dans une aventure entrepreneuriale plus que salariale. Voilà, ça correspond plus à mon cadre. Mais j'ai quand même touché à cette. Je connais le goût de. T'as une fiche de paie. Ouais, voilà, j'en ai une ou deux. Ça fait longtemps maintenant, mais. Je peux rajouter, Mehdi, quelque chose là sur le salariat, si tu permets. Et je voulais aussi dire le mythe, parce qu'on entend beaucoup du salariat bashing en fait au départ. Donc à moyen long terme, effectivement, comme dirait Jean, ça a un goût amer sur le long terme. C'est pas une voie en fait pour être épanoui, mais par contre à court terme, il faut pas le négliger parce que c'est déjà ta source de revenus pour manger, pour t'occuper de ta famille quand tu as des enfants. Déjà, ça doit être ta priorité et ça te permet d'avoir une structure. Et deuxièmement, on dit qu'il faut un budget pour du e-commerce. Or, ce budget, tu le mets sur l'épargne que tu peux faire. Alors, en faisant des sacrifices, en faisant des choix sur ton salaire. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. L'épargne que j'ai mis dans mon business, qui m'a permis de monter et d'arriver aujourd'hui, je le dois quand même à ma rigueur et ma discipline que j'ai eu dans le salariat de travailler, de mettre de côté. C'est-à-dire qu'au mieux de m'acheter beaucoup de sapes de marque, partir en vacances très loin, etc., j'ai fait des choix d'épargner. Donc, forcément, ça, c'est une question déjà d'état d'esprit, mais de pouvoir faire ses choix et faire cette épargne qui va te permettre d'avoir ce budget, que ce soit 5 000, 10 000, 15 000 ou plus. Donc déjà, il faut prendre en compte que c'est le point de départ, le salariat. Donc, sur moyen long terme, on a dit que c'était nous, en tout cas, c'est pas ce qu'on vise. Nous, on vise la liberté, le pouvoir de voir des boulots, des tâches qui nous font rêver, qui nous font kiffer. Mais voilà, c'est le point de départ en fait, parce que t'as pas le choix. Et deuxièmement, pour monter un e-commerce comme j'ai pu faire sur Amazon ou Omar avec des boutiques, en fait, il faut avoir le cerveau frais. Et donc en fait, il te faut une zone de confort, tu vois. C'est-à-dire que ton emploi, il te permet. Mathieu, c'est la deuxième question. C'est la deuxième question que ça fait un excellent pont pour y répondre. C'est les compétences. Parce que quand tu es salarié, toi Mathieu, tu as travaillé pour des grosses entreprises, tu étais dans la comptabilité, dans la finance plutôt. Et Omar, tu as fait du freelance, tu as touché au Google Ads, tu as touché au marketing, au branding. Mais justement, aujourd'hui, c'est quoi les compétences requises pour réussir un e-commerce? Parce que tu es salarié et il y en a beaucoup qui nous écoutent. Ils sont salariés, ils sont peut-être dans le tertiaire ou peut-être des artisans. Mais concrètement, quelle discipline, quelles skills, en anglais, quelles compétences ils doivent acquérir? Je parlerai pas de compétences proprement parlé, c'est plutôt du marketing, c'est-à-dire comprendre la vente, comprendre la psychologie humaine avant tout. Parce que peu importe, tu fais du e-commerce ou que tu le vends au marché ou que tu le vends, je sais pas, dehors, c'est les mêmes ressorts psychologiques. Il y en a un, c'est sur une boutique, c'est sur une fiche produit, et l'autre, c'est sur le marché, par exemple. Mais c'est exactement les mêmes ressorts psychologiques. Donc, quand on sait vendre, donc, je dirais la vente, le marketing, c'est le skills numéro 1, quoi. C'est la base. Savoir qu'il faut un problème pour vendre une solution, j'ai envie de te dire, c'est la base, quoi. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de marché. Ouais, je suis d'accord. Si je peux mettre un mot sur ce que vient de dire Omar, parce que tu parlais de compétences, je parlerais plus d'une aptitude. J'ai compris en faisant ça, parce que c'était pas du tout, comme tu as dit, mon domaine. Moi, c'était plutôt les chiffres, etc. C'est, si je dois mettre un mot dessus, sans tomber dans le côté bisounours, c'est plutôt ce qu'on appellerait l'empathie, tu vois. C'est-à-dire comprendre le besoin de la personne, se mettre à sa place, même si c'est pas ta niche, même si c'est pas un produit que tu utiliserais, comprendre en fait son besoin, son réel problème et pouvoir apporter une solution que les autres n'ont pas apporté, tu vois. C'est-à-dire savoir avoir de l'empathie, comprendre son besoin, sa douleur et trouver une différenciation. Ça, c'est le côté marketing qu'expliquait Omar. Comment est-ce que tu peux te différencier par rapport à ce besoin, tu vois. Et quand tu as compris ces deux points clés, c'est pour moi le plus gros challenge, c'est savoir la question, c'est pourquoi est-ce que j'achèterais ton produit plutôt que celui du voisin qui a 500 commentaires, qui a un prix attractif, tu vois. C'est toujours ce que je dis aux gens, tu vois. Et donc, si tu comprends le besoin, que tu arrives à trouver une différenciation, déjà, tu as compris 80% du game, selon moi, effectivement. Après ça, on va dire que ça, c'est quelque chose d'assez... on va lire un petit peu, rapidement, on va comprendre, ok, problème, solution. Alors, on le dit rapidement, mais en réalité, il faut pratiquer. Si vous avez jamais fait de vente, il va falloir pratiquer. Si vous avez déjà fait de la vente, bon, c'est des bases que vous avez sûrement. Après, la deuxième chose, c'est la stratégie. Moi, je mets beaucoup de temps et d'énergie dans la stratégie. Quand je dis stratégie, j'englobe tout. Dans le cadre, par exemple, moi, des sites e-commerce, je vais parler de stratégie SEO. Je vais étudier les concurrents. Je vais étudier le marché. Je vais comprendre le pricing. Je vais comprendre le positionnement de chacun des concurrents. Et un truc très important que la plupart oublient, c'est l'offre. L'offre n'est pas le prix. L'offre, c'est toutes les composantes de votre produit, y compris le prix, qui va faire que je vais l'acheter ou je vais pas l'acheter. Dans une offre, on peut avoir, par exemple, une garantie satisfait ou remboursé. On peut avoir un produit supplémentaire
Je sais pas, par exemple, vous êtes dans la niche fitness, vous pouvez offrir un e-book en plus, vous pouvez offrir des tas de choses pour créer une offre qu'on appelle une offre irrésistible. Et ça fait partie en fait du marketing, mais c'est quelque chose de très important. Donc une fois que j'ai étudié le marché, j'ai étudié la concurrence, je vois que j'ai mon produit ou mes produits ont un potentiel, comment je vais le placer? Qu'est-ce qui fait que la personne va, comme a dit Mathieu, va acheter chez moi et pas chez l'autre? Et il y a différentes manières de se différencier, que ce soit par l'offre, que ce soit par le branding, par le canal d'acquisition aussi. Alors c'est pas le cas pour toi, Mathieu, parce que vous avez à peu près c'est des Amazon, sur Amazon, c'est le PPC. C'est de la facilité, c'est exactement. Nous, on a, par exemple, un produit gagnant ou un produit qui marche peut ne pas fonctionner sur Facebook ou peut avoir été épuisé sur Facebook. On le reprend, on met un autre angle et on le met sur Pinterest. Et ça marche très, très bien. C'est-à-dire que j'ai un produit qui semble épuisé, mais en fait, en reprenant un autre angle marketing, je le remets sur un autre réseau et je renvoie de la pub. On se rend compte que ça fonctionne. Donc, une autre audience, un autre angle, et là, ça fonctionne. Donc, vraiment, pour te répondre, Mehdi, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, mais on va parler d'abord de comprendre donc le marketing, la vente, ensuite la stratégie, et ensuite, troisième point, l'exécution. On peut parler jusqu'à demain, s'il n'y a pas d'exécution, vous mettez 10 ans à sortir un produit, à faire passer votre vie, à aller dans les détails, vous ne lancerez jamais rien, quoi. Ça ne marchera pas. Donc, l'exécution, quoi. Ok, super. Et donc, il y a une question aussi qui revient beaucoup, c'est la rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, on regarde sur YouTube, on regarde sur Instagram, tout le monde est millionnaire en e-commerce, tout le monde vit à Dubaï, tout le monde roule en Lamborghini, mais on sait que c'est pas vrai. Nous, pour le coup, on sait très bien que c'est pas vrai, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut devenir très riche rapidement avec le e-commerce ou est-ce qu'on est plutôt sur une stratégie long terme? Je pense que Mathieu et moi, on a un avis différent là-dessus parce que Mathieu est sur Amazon. Vendre ce rêve-là à des personnes qui ne sont pas lancées, c'est non. Par contre, c'est possible. C'est-à-dire que si t'as pas de background, t'as rien du tout, tu pars de zéro, je sais pas, t'es dans un domaine totalement différent. Te lancer et devenir millionnaire en 6 mois, je pense que c'est de l'ordre du hasard. Là, on parle d'un truc, ça doit arriver à une personne sur 1000. J'ai trouvé le bon produit, je l'ai mis en face de l'audience, j'ai du budget, j'envoie des pubs, tout se passe très bien et ça fonctionne. Dans les années peut-être 2016 et avant 2016 et jusqu'à 2021, je dirais jusqu'au Covid, ça pouvait le faire, c'est-à-dire qu'on pouvait trouver des produits vraiment générés en dropshipping et larguer ça avec la publicité et atteindre des chiffres assez fous. Maintenant, en 2024, c'est toujours possible, mais il y a une stratégie de ouf derrière. Quand je dis de ouf, c'est vraiment le mec, il a testé 40 produits, etc. Et donc, au bout du 20e produit, il voit qu'il y a de l'attraction, etc. Et là, il va faire all-in dessus. C'est possible. Maintenant, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Parce qu'il est en France, le mec, il paye de la TVA, il paye ses charges en France, etc. La marge est réduite. Voilà, tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires et tu as 10% de marge. Tu n'as fait que 100 000 euros. Voilà. Avec tous les efforts que ça prend, quoi. Le mec, il a fait pendant 6 à 12 mois, il a bossé, il a fait 100 000 euros. Bon, quand on répartit au mensuel, c'est pas non plus des sommes extraordinaires. Je dirais que c'est possible pour des personnes intermédiaires, avancées avec un bon niveau, d'atteindre des beaux chiffres et d'atteindre des gros chiffres. Vraiment, il faut être stratège. Il faut être stratège. Il va avoir il faut être stratège. Je vais m'arrêter là, mais il faut être stratège. Ok. Et toi, Jean, toi qui accompagnes beaucoup d'e-commerçants, même aujourd'hui la majorité de tes clients, est-ce que tu en as vu qui ont fait beaucoup d'argent rapidement ou est-ce que tu as plutôt vu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils commencent assez doucement et qui se développent au fur et à mesure du temps? C'est quoi ton rapport avec ça? J'en ai vu, mais un petit pourcentage pour rejoindre ce que dit Omar. En fait, tu as différents moyens. Tu as des gens qui vont pas forcément viser le long terme, mais on en a vu, qui vont plutôt miser sur des objets, des produits tendance, qui vont vite saisir une tendance et qui vont être très rapides dans l'exécution, dans le sourcing, dans l'identification du bon fournisseur, dans l'importation. Tout ça, c'est bien huilé. Donc, ils arrivent à faire de l'argent, mais s'ils se concentrent que sur le marketing et pas sur le produit, ça va pas durer. Ça va pas être une marque vraiment avec une durée dans le temps. Ou alors, tu as des gens qui saisissent des opportunités, par exemple comme les spinners, on en parle tout le temps, mais typiquement les gens qui ont saisi le truc et qui étaient les premiers arrivés, les premiers servis, ils ont tout compris, mais c'est plus difficile de faire de l'argent.
Ouais, c'est en fait, il faut avoir une certaine agilité en fait sur le marché chinois pour déceler vite les tendances, les produits. Parce que bon, une fois que c'est vendu en France, n'importe qui peut l'importer et faire la même chose. Donc, faut être les premiers, faut être rapide, faut de manière globale devenir très riche très rapidement, c'est quand même assez rare. Par contre, si tu mets les mains dans le cambouis, que tu fais ta marque, que t'as vraiment t'es sur une niche, que t'étudies la niche de fond en comble et que tu proposes des solutions vraiment adaptées, voilà, tu peux le faire. Après, ça dépend. Riche rapidement, qu'est-ce que ça veut dire rapidement? C'est en un mois, en 6 mois, en C'est ce un qu'on an, te en 2 vend ans. sur YouTube, tu sais, de 0 à Non. 30 ans, en 6 mois, tu vois, ces genres de miniatures qu'on les a tous vus. Malheureusement, Ah il y en oui, a mais du mal. Je vais en faire une là, 0 à 1 million. 0 à 1 million, voilà. Mais je rigole pas, je 0 vais à en 1 faire million en une. 6 mois. Mm. Ok. Et Mathieu, ben, justement, ça va nous amener à la prochaine question. Alors là, c'est pas une question, c'est plus Tu veux que je réponde sur Amazon là ou pas, non? Parce que Attends, justement, je te pose la question. C'est que il vaut mieux pour un débutant, là on parle aux débutants, il vaut mieux pour être riche, parce que tout le monde veut être riche, veut être libre. Après, le mot richesse, pour certains c'est de l'argent, pour certains c'est la liberté, pour certains c'est l'expatriation. On va dire la réussite, on va englober ça sur la réussite. Pour réussir en e-commerce en tant que débutant, est-ce qu'il vaut mieux commencer sur Amazon, comme toi Mathieu, ou est-ce qu'il vaut mieux faire du dropshipping comme Omar? Ça, c'est une vraie question, les gars. Il y en a beaucoup qui se la posent. Mathieu, je te laisse la parole. je reprends oui, sur la question d'avant. Effectivement, ça se positionne dans ce qu'a dit Omar et ce qu'a dit Jean. C'est-à-dire que sur Amazon, moi, j'aurais plutôt une tendance avec une vision moyen-long terme, parce que c'est ma position avec le budget que j'avais. Parce que ce qu'on oublie tout le temps, c'est que on va dire que la majorité du projet, enfin une bonne partie du projet est liée aussi à ton budget. Donc, tu peux rapidement faire de l'argent sur Amazon si tu as un gros budget, en fait. C'est juste des mathématiques. Après, quand tu as un plus petit budget, évidemment, forcément, tu fais ce qu'on appelle un effet boule de neige. Tu utilises ta rentabilité pour faire grossir ton budget et ainsi de suite, te lancer sur toute l'Europe, lancer d'autres produits, etc. Tu vois. Donc, faire 1 million, pour reprendre l'exemple, en un an sur Amazon, franchement, c'est possible si tu as un gros budget, mais autrement, ça va être plus compliqué. Pareil, comme a dit Omar, il faut aussi des compétences. Je reprends mon exemple. Moi, j'avais aucune compétence en e-commerce, donc il a forcément fallu avoir, tu vois, un moment où j'ai dû apprendre pas mal de choses avant de pouvoir itérer. Et j'ai fait aussi quelques erreurs. Donc voilà, ça pour la question d'avant. Et est-ce qu'il faut mieux commencer par Amazon ou par Shopify? Donc forcément, moi, je reprends mon profil. C'est subjectif, tu vois. Je pense que ça soit Omar ou moi, la réponse sera forcément subjective. On peut pas dire qu'on est objectif. Moi, j'ai répondu en faisant Amazon parce que ça correspondait à mon profil. C'est-à-dire que tu n'as aucune compétence en e-commerce, tu débutes de zéro, tu as un budget moyen et en fait, tu connais rien au problème le plus important qui est comment acquérir des clients. Tu vois. Et en fait, sur Amazon, quand tu vas dessus, tu as répondu à cette problématique où Amazon t'ouvre les portes de plusieurs centaines de milliers, au moins 400 millions de consommateurs sur toute l'Europe. C'est très facile de se lancer sur l'Europe en vendant depuis un stock que tu as mis en France. Amazon envoie un peu partout. Bref, c'est pas le sujet de s'étayer dessus, mais quand tu as zéro compétence, un budget moyen, Amazon répond à cette problématique, sachant qu'une vente sur 3 en France et une vente sur 2 aux États-Unis sur le web est faite sur Amazon. Donc en fait, que tu commences par un site ou Amazon, de toute façon, à un moment donné, si tu veux scaler, tu vas passer par Amazon. Et je pense qu'aussi, par la suite, quand tu as une boutique Amazon, c'est très très bien de faire un site internet, alors que ce soit un WooCommerce ou un Shopify ou autre d'ailleurs, d'avoir ta boutique pour te désengager en fait de la dépendance que tu peux avoir d'Amazon et pas mettre tes œufs dans le même panier. J'ai envie de te dire que tu passes par l'un ou par l'autre, à un moment donné, de façon plus optimale, c'est d'avoir les deux en fait, tu vois, et de pouvoir relier en fait les deux. C'est-à-dire que tu peux vendre sur ton site internet depuis ton stock d'Amazon, ou tu peux très bien avoir un stock central, tu vois, dans un 3PL comme le partenaire qu'on a, et d'envoyer ton stock d'Amazon et en même temps faire de la préparation de commandes sur un Shopify depuis là. Et en fait, en vérité, c'est oui, par où commencer. Ça, c'est comme je t'ai dit, c'est subjectif, c'est selon tes compétences, selon aussi ton intuition, par où tu te sens le plus à l'aise. Moi, c'était Amazon, d'accord. C'est aussi une époque où il y avait du bashing sur tout ce qui était dropshipping, sur Shopify. Moi, en tout cas, je regrette pas du tout mon choix. Ça correspondait vraiment quand je vois la complexité qu'il peut y avoir dessus. Comme l'a dit Omar, c'est une question après de compétences. Donc, et moi, je pense qu'à la fin, le mieux, c'est d'avoir les deux, tu vois. Surtout, la différence, en fait, pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas vraiment, je sais pas qui regarde d'ailleurs quel type de personnes vont regarder le podcast, mais la différence se fait surtout en Amazon ou Shopify se fait au niveau de l'acquisition client. Ouais. D'un côté, on a Amazon qui nous fournit un vivier de clients déjà prêts à acheter. D'accord? Donc, avantage. Inconvénient, on est bloqué un peu chez eux et on est régi par leurs règles. Donc, c'est eux qui voilà, la fiche produit, c'est toujours la même. Bon, vous avez un peu de pouvoir là-dessus, mais fondamentalement, voilà, vous êtes sur les règles d'Amazon. Le site web, c'est à vous d'acquérir votre trafic. Moi, le e-commerce, c'était pour moi, c'était la porte d'entrée à l'entrepreneuriat. Et quand on le voit comme ça, c'est-à-dire que si tu commences en dropshipping,
Quand je dis dropshipping, c'est avec stock tampon, etc. Voilà. Mais si on fait du dropshipping, c'est une excellente porte d'entrée pour l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment tous les ingrédients à contrôler, à gérer. C'est-à-dire qu'on a vraiment d'un côté le marketing, l'autre la vente, le SAV, la logistique et toutes les problématiques techniques, le branding, etc. Donc, toutes les compétences à maîtriser nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous chiffrez ou vous réussissez en e-commerce, vraiment, vous prenez des compétences qui sont très, très bonnes compétences qui vont vous servir par la suite pour votre entreprise ou vos futures entreprises. Vous partez vraiment d'un bon point, quoi. Si je peux rajouter Omar, tu as un profil tech, un peu geek. Donc aussi, toi, te lancer sur WooCommerce ou sur Shopify, c'est facile pour toi, dans le sens où tu sais coder, tu maîtrises, on va dire, l'informatique dans le sens général. Prends quelqu'un qui, à la base, il maîtrise pas tous ces outils, il n'a pas forcément beaucoup de budget pour créer un site. Est-ce que Amazon, ça serait pas plus adapté sur ce type de profil low-tech? Tu vois, les low-tech profile, comme moi, par exemple. Moi, à l'époque, j'étais un low-tech profile. Est-ce que c'est pas mieux de commencer par Amazon? T'as pas à créer le site, t'as pas à te casser la tête, entre parenthèses. Parce que voilà, Shopify aujourd'hui, même si t'as des templates déjà tout préparés, tout ça, ça nécessite un peu de toucher des plugins, ça nécessite si tu veux être e-commerçant et avoir des canaux d'acquisition, faire des publicités, etc., c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir se connaître soi-même pour pouvoir faire son choix. Si c'est une question de budget, c'est-à-dire j'ai moins de 5 000 euros, je suis à 2-3K, c'est très, très, voilà, je peux pas aller plus loin, etc. Je te conseillerais pas direct d'aller sur Amazon FBA, par exemple. C'est pas, le budget est assez faible, il faut acheter du stock et il faut de la trésor quand même, tu vois. Si j'ai pas de trésor, évidemment, je vais me tourner vers un Shopify ou vers un WooCommerce, même si je suis pas hyper technique aujourd'hui. Shopify, alors ils ont enlevé toute la partie technique, ils ont allégé ça en fait, Shopify. Moi, je suis un fervent supporter de l'open source sur WooCommerce avec WordPress. Donc ouais, c'est vrai que ça nécessitera de la technique avec WooCommerce, moins sur Shopify. Mais franchement, la vérité, c'est un gamin de 12 ans, 6 ans, il peut ouvrir un site Shopify. Et c'est là où tout à l'heure on disait quoi? On disait la première chose à apprendre, c'est le marketing. Donc disons que vous avez un site Shopify tout éclaté, c'est pas très grave. Prenez le premier thème qui arrive, vous créez vos fiches produits, vous mettez un header, vous suivez un tuto, il y en a 1 million sur YouTube pour faire une fiche produit assez propre. Si votre produit est bon, c'est-à-dire qu'il résout un problème et que vous avez saisi l'opportunité, vous l'avez trouvé soit via, je sais pas, une trend aux US, vous l'avez repéré, soit vous l'avez repéré, c'est une boutique aux US qui cartonne, une trend, je sais pas d'où vous l'avez récupéré. Bref, vous avez trouvé ce produit-là. Fondamentalement, si vous le mettez en face de la bonne audience et que vous savez faire des publicités, donc faire une vidéo, aujourd'hui on peut faire des trucs de ouf avec l'IA sans passer dans des productions de films, hein, vous allez vendre parce que vous avez aligné le minimum nécessaire, produit, offre et client. Voilà, vous avez fait le minimum. Quand on n'a pas de budget, ça peut fonctionner. Et il y a quelque part aussi de l'énergie aussi, tu vois, il y a l'énergie que tu vas apporter, même si techniquement t'es pas ouf. Apprends, que tu veux quoi? Tu veux des millions sans tu sais pas cliquer sur un bouton. Tu vois, c'est pas, il y a aucune logique. Par contre, si tu es pas à l'aise au niveau, voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos, j'ai pas envie de faire de publicité, de me prendre la tête avec ces trucs. Moi, j'ai envie de lancer des produits, je suis bon en branding, voilà, j'ai pas envie de me casser la tête. Je veux que la logistique tourne toute seule. Je me tournerai vers Amazon FBA, quelqu'un qui est plus chiffre comme Mathieu, qui a un dashboard, qui sait bien gérer les finances, les marges, etc. Pour te développer rapidement géographiquement, c'est voilà. pas mal. Et moi, Voilà aussi, il y a cet avantage-là d'Amazon de pas se prendre la tête sur l'acquisition et de laisser Amazon. Mais on a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Des deux. Mais qu'est-ce que tu penses? Parce que vu que maintenant dans l'équipe, tu as plus cette vision-là. Parce qu'il faut reprendre aussi dans le contexte, c'est quand je me suis lancé, il n'y avait rien de qualitatif sur le drop et tout. En fait, c'est plus l'aspect d'apporter de la valeur, d'éduquer les gens sur Amazon qui était mieux fait, je trouve, que sur le drop. Parce que le marketing, pour te former ou pour apprendre, je le trouve sale. En tout cas, il ne correspond pas à ma vision. Donc, c'est aussi une des visions pourquoi je suis allé vers Amazon. Je trouvais que l'apprentissage était plus propre. Et qu'est-ce que tu penses, Omar? Alors, on s'éloigne du 3PL forcément chinois dessus, mais d'importer du stock. Parce que justement, moi, j'avais pas ces compétences de le mettre dans un
3PL français. Peut-être sur la Chine, mais on en parlera plus tard parce que ça me paraît pour l'instant un peu plus prématuré. Et de justement, moi, par exemple, qui n'avais pas ces compétences, tu vois, de mettre en place un système, tu vois, où on apprend à livrer dans un 3PL du stock entre 1 et 3 mois pour faire Amazon, ce que je sais faire, et de faire de la livraison en B2C, tu vois, directement en préparation de commande dans un 3PL sur un Shopify ou sur WooCommerce que tu prépares. C'est-à-dire pouvoir faire les deux en même temps parce qu'on a un stock qui est dans les deux. Tu ouvres ton seller sur Amazon et par exemple, toi, tu apprends aux gens à faire ton Shopify, ton WooCommerce. Et en fait, on aurait les deux compétences d'un coup pour faire ces deux boutiques. Profiter. T'en penses quoi, toi, de quelque chose comme ça, tu vois, d'un projet comme ça? Moi, j'avais pas de compétences sur un site pour le faire, mais je pense que techniquement, déjà, c'est possible parce qu'on a des 3PL, nous, qui accueillent le stock Amazon, la palette, pour le mettre directement et qui font de la préparation de commande et d'ailleurs qui sont friands de faire de la préparation de commande parce que eux-mêmes dans leur business, c'est là où ils mangent le plus. Tu penses quoi de faire un système comme ça dès le début? Alors, au départ, ça me semble un peu compliqué parce que c'est vraiment deux activités différentes. Par contre, pour un vendeur, par exemple, sur Amazon, qui a un succès, même s'il est petit, même s'il est moyen, c'est-à-dire que voilà, je fais mes 2-3 cas de profitabilité, de marge nette par mois. Voilà. Donc, ce gars-là, il regarde son produit, il regarde son catalogue de produits, son listing, hein, si vous appelez ça comme ça, les listings de produits. Nous, dans notre secte. Ouais, dans votre secte. Et donc, tu regardes ton listing de produits. OK. Donc, j'ai des produits ultra brandés. Normalement, Amazon FBA, c'est ce que tu apprends, toi, d'où le long terme que parlaient Jean tout à l'heure. Normalement, en fait, en gros, tu as fait le gros du travail sur Amazon FBA. D'accord? Donc, tu as créé un packaging, tu as créé un design, tu as créé une marque, tu t'es positionné. Les vidéos, tout ça. Voilà. Donc, tu as créé tout ça. Maintenant, tu regardes ta marque, regarde ton listing produit. Est-ce que tu es généraliste ou tu es spécialisé déjà? D'entrée de jeu, déjà, on a deux secteurs sur lesquels, moi, si je suis plutôt généraliste, j'ai des produits mainstream sur Amazon, j'irai jamais sur Shopify parce qu'il n'y aura pas de sens à créer une marque. Tu auras beaucoup de mal à créer une marque. Quand tu dis généraliste par rapport à spécialisé, par exemple, toi, sans parler de toi qui connais par exemple ma niche, tu me considères comme spécialisé ou généraliste? Ben toi, tu es spécialisé plutôt parce que t'as pas énormément de produits non plus. Donc, tu pourrais te spécialiser. En fait, tu es encore à l'angle où tu peux t'hyper spécialiser dans un domaine. Ce que je veux dire par là, c'est que le site web, il va nécessiter que tu sois vraiment très niché en création de marque. C'est-à-dire que tu vas devoir créer un site autour de ta marque que tu as créée sur Amazon FBA. Si tu me vends des tasses de café sur Amazon FBA, tu es bien positionné en termes de prix. Tes tasses de café, c'est des tasses que tout le monde vend. Bon, si tu les vends sur un site internet, il va rien se passer de ouf. En fait, tu vas rien faire. Tu vas sortir un site. Si tu as créé un produit spécifique, tu l'as amélioré ou tu as vraiment fait quelque chose de ouf sur ton produit, quelque chose qui se différencie, que tu l'amènes sur un site web, là, tu cartonnes. Là, tu peux cartonner. Moi, par exemple, tu verrais bien faire un commerce. Moi, j'ai un petit site de vitrine dessus, mais là, moi, par exemple, tu peux spécialiser, faire de la pub sur pour une cible, parce que moi, pour le coup, j'ai quand même une cible. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, dans le marketing, là, tu parlais de tout ce qui était différenciation. Enfin, je voulais pas te couper la parole, mais il y a aussi le côté avatar aussi, tu vois, savoir bien. Tu parles d'une cible. Moi, je me cible à un type de personne spécifique qui s'adresse pas à tout le monde. Donc, moi, tu me verrais bien ouvrir un WooCommerce ou un Shopify, quoi, dessus. Je te verrais bien ouvrir un WooCommerce, ouais. Bah, Shopify, moi, je suis pas, voilà. Moi, je suis fervent. Je te verrais bien sur WooCommerce. Alors, toi, tes produits WooCommerce et je démarrerai Google Ads sur de l'acquisition pure et dure sur des mots-clés, sur du keyword. Google Ads. Google, pas sur les réseaux, plus sur. Non, d'abord Google Ads. Après, voilà, le jeu du site internet, c'est que tu peux tester plusieurs approches. Tu peux faire du SEO, tu peux faire de la pub sur Google, tu peux faire de la pub sur Facebook, sur Meta, tu peux faire de la pub Insta, tu peux faire de la pub TikTok, Pinterest. Tu peux mixer tout ça pour faire baisser tes coûts. Il y a énormément de stratégies. Voilà, il faut vraiment faire du cas par cas. Et comme je disais tout à l'heure, faut être stratège. En 2024, si t'es pas stratège en e-commerce, reste chez toi, pas autre part, parce que la concurrence commence à devenir féroce. Lancer un site, ça coûte rien. Ça y est, maintenant, tout le monde veut se lancer, tout le monde a compris le jeu. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Voilà, exactement. Là, il va falloir muscler le jeu, quoi.
Ok. Parce que sur Amazon, tu as aussi ce qu'on appelle le store, tu vois, c'est ton site internet que tu as dessus, où tu peux faire, enfin ton site qui est facile à mettre en place, où tu peux faire de la pub dessus. L'avantage de ça, c'est que Amazon, en fait, quand tu renvoies directement de la pub, comme tu parlais en externe, en fait, ils te rétribuent une partie de la commission qu'ils te prennent. Donc ça te diminue aussi ta, Ouais, c'est c'est pour ça que je me posais à un moment donné, est-ce que si je me lance dans de la pub, je voyais bien Instagram ou des choses comme ça, est-ce que si je fais de la pub, je fais via un site pour récupérer plus de marge et avoir plus de maîtrise et parler aussi de ce que je parlais, d'avoir les deux in fine, que ça soit par l'un ou par l'autre que tu commences. De toute façon, à la fin, je pense que si tu veux avoir la maîtrise sur ton game, justement, d'avoir une petite niche avec peu de produits où tu fais une expansion soit géographique comme moi sur Amazon ou par des canaux d'acquisition comme tu parles, Pinterest, enfin Instagram, etc. Je me posais cette question, est-ce que j'ouvre un site et je fais de la pub dessus pour justement pour plus être dépendant d'Amazon, ou alors est-ce que je joue all-in sur Amazon et je fais de la pub sur le store, sachant que au mieux de prendre 15%, j'aurais plus que, je crois, je récupère 10% de la com, donc j'aurais plus que 5% de com, tu vois. Ce qui me permettrait soit de diminuer du prix, soit de faire des réductions, tu vois, de faire des réductions ou de mettre plus de pub, tu vois. Enfin, moi, perso, je suis pas un grand fan de ce genre d'approche, c'est-à-dire je vais faire baisser mes coûts, etc. Ça dépend de ton objectif. Encore une fois, si c'est de gagner 5 points de plus de renta ou faire x3 sur ton chiffre d'affaires. Parler de 10 points, ouais. Faut vraiment être clair là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire sur les 6 prochains mois? Quel est l'objectif que je vais tenir? Est-ce que je veux passer de 1 million à 2 millions? Dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Je veux dire, tu peux envoyer ton trafic jusqu'à demain et il fera pas 1 million de plus. Par contre, si tu veux vraiment les faire, tu te poses et là, peut-être une stratégie. Combien va me coûter le site web? Combien va me coûter la publicité? Combien je peux éventuellement en tirer dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, et faire son prévisionnel comme ça. Donc, mettre l'objectif chiffré, me dire j'ai mes 7 produits, mes 4 produits, voilà ce que j'ai. Je veux faire 500 000 euros de plus avec 25% de marge, un exemple. Et à ce moment-là, mettre en place les actions qui vont peut-être atteindre cet objectif ou même l'exploser, le dépasser ou pas. Mais ça me semble quand même envoyer du trafic sur la fiche produit, ça me semble plus comme de l'optimisation c'est ça. que réellement une stratégie où je vais pas faire de croissance, je vais pas faire d'hyper-croissance. Oui, mais je suis d'accord. Ça, c'est des stratégies qui sont tirées surtout des US. Tu vois, il y a pas mal de stratégies dessus que j'ai vues. Et en fait, je te parlais de ça et justement, c'est qu'à un moment donné, vu que t'es bloqué, t'as ton budget. En fait, tes ambitions et ta croissance vont un peu plus vite généralement que ton budget. Donc en fait, c'est plus simple, stratégiquement, d'aller chercher à un moment donné de l'optimisation en ayant gratté des points de renta que de vouloir faire d'hypercroissance, que des fois ton budget ne va pas suivre. Je parle pour comme ça sur Amazon. C'est un peu comme par exemple ceux qui viennent avec nous en Chine, tu vois, qui partent pour trouver des meilleurs fournisseurs, trouver de nouvelles idées justement entre leur niche et les tendances, ce que parlait Jean tout à l'heure. Quand ils viennent avec nous en Chine, par exemple, c'est pour faire de la croissance comme ça, pour aller de faire de l'optimisation. D'ailleurs, le voyage, aller en Chine, on parle d'optimisation, de passer par exemple de 22 à 27% de marge. C'est un peu dans cette optique, tu vois, je vais aller en Chine. Là, je vais essayer de trouver un nouveau fournisseur, ou du moins, si je peux améliorer soit mon produit ou gagner des points de marge, c'est de l'optimisation. C'est pour revenir sur le point que tu parles. Effectivement, on n'est pas forcément dans l'hypercroissance, mais des fois, on n'a pas forcément les moyens de doubler ou tripler son chiffre d'affaires. Et donc, c'est plus simple d'aller chercher des points de marge, tu vois. Parce que, in fine, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plus de marge par rapport au chiffre d'affaires. Parce que, comme souvent, Mehdi nous le rappelle, le chiffre d'affaires, un peu, des fois, Mehdi, c'est pas qu'on s'en fiche, mais ce qui nous compte, c'est concrètement, justement, Mehdi m'en parle souvent, quel est le profit mensuel. Donc, c'est dans cette optique que je parle. Gagner des points de marge sur la commission d'Amazon, tu vois. Et que sur Shopify ou commerce, tu peux doubler, tripler ton chiffre d'affaires. Ouais, mais après la renta, après et tout, tu vois. C'est pour ça que le chiffre final, tu vois, parce que sur Amazon, tu pourrais. Là, par contre, c'est énorme quand même. Pour le coup, les vendeurs Amazon hyper sérieux, c'est-à-dire comme toi, qui sont très sérieux, qui prennent tout, qui mesurent tout, etc. Et je pense qu'ils viennent, ils montent en l'air ils montent en l'air le business du drop s'ils sont bons en marketing. Amazon est tellement exigeant avec eux. Ouais. Tu vois, est tellement exigeant avec eux, le commentaire, l'avis, il faut lancer, il y a rien qui se lance. La réglementation, tu peux pas lancer sans avis, par exemple. C'est réel. Pratiquement, tu peux pas te lancer sans demander des avis. En gros, tu es tellement sous pression chez Amazon que quand tu viens, je pense que quand tu arriveras sur un site web et que t'as la courbe d'apprentissage évidemment, mais disons que tu te concentres sur un ou deux canaux d'acquisition. Par exemple, Google Ads, c'est purement un truc de compta.
Ouais. il y a un peu de stratégie, mais Oui, non, mais c'est non, une même fois que sur tu as Amazon. compris, c'est La pub sur Amazon, c'est de la data, c'est de la pure analyse de data. Il n'y a pas de, voilà. c'est pas de la subtilité, c'est pas de la créativité, c'est pas de la, il y a pas, c'est pas intuitif en fait. C'est, tu prends ton mot-clé, tu vois combien il rapporte, tu mets plus, tu mets moins. C'est vraiment, enfin là je vulgarise. Mais tu vois, par exemple là au niveau, j'aurais plus le temps de faire ça. Je pense que tu vois, si je faisais un Shopify ou enfin un WooCommerce, tu m'en parles plus. Je pense que tu vois, je le déléguerais, tu vois, par exemple à des personnes comme toi qui connaissent, qui peuvent me faire ça en 2-2, tu vois. Et je pense que en termes de renta, enfin, tu me coupes hein, si je me trompe, mais tu vois, si par exemple des personnes comme toi, avec tes aptitudes, tu vois, je te le délègue, et je pense que tu peux monter ma boutique plus rapidement. Et moi, je me reste concentré sur mon domaine de prédilection qui est l'expansion géographique sur Amazon de tous mes produits. Et parce que on parlait de en final, ce que tu parlais tout à l'heure, c'est la scalabilité de la boutique où tu doubles sur ton chiffre d'affaires avec Shopify. Moi, de ce que j'ai vu des vendeurs que je fréquente et de mon expérience, c'est que la scalabilité sur Amazon, parce que lancer un produit sur Amazon, c'est assez long. Faut un produit qualitatif. Tu peux plus faire comme à l'ancienne. Et donc, en fait, l'expansion, elle se trouve, tu peux réellement doubler ou tripler ton chiffre d'affaires si tu te tends sur l'Europe, quoi. Tu passes sur l'Allemagne. Les chiffres sont, alors attention, hein, je simplifie, il y a plus de concurrence, il peut y avoir des barrières à l'entrée, etc. Mais voilà, la scalabilité pour moi sur Amazon se fait sur le pan européen ou les gens qui vont sur les US, tu vois, elle se fait vraiment sur l'expansion géographique plus que sur un autre, tu vois. Donc, ce que je voulais retenir, Mathieu, ouais, juste à Hong Kong, par exemple, j'avais rencontré une entreprise qui, eux, oui, tu cherchent m'en as des vendeurs Amazon, je t'en avais ouais, parlé, qui font plus ouais, de, je pense, 100 000 par mois, ou 80 000 ou 100 000, c'est minimum, tu vois. Et il les scale via Shopify. Et oui, il m'a c'est ça. dit, alors, il m'a dit Ouais, qu'il arrivait à doubler le chiffre d'affaires, c'est-à-dire à faire 100% en fait du CA Amazon, ouais, je vois ce que tu veux dire. entre 6 mois et 1 an. Ouais. C'est quand même Alors, assez exceptionnel, ouais, ouais. je Bah, trouve. Après, c'est ce qu'il me c'est disait lui, j'ai pas vérifié. que tu passes par une porte ou de l'autre, à la fin, tu fais chez les deux. Les maths, regarde, ce que tu dis sur Shopify, tu vas avoir déjà ton indépendance, tu vois. Et sur Amazon, de toute façon, comme je te dis, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La plupart des ventes se font sur le web, se font sur Amazon. Donc tu passes par l'un ou par l'autre, à un moment donné, tu vas faire ça. Moi, la donnée que je Ah ouais, vois, bien c'est sûr. sur les reventes de shop. Sur les reventes de shop, je vois que les gens qui ont fait que du Amazon et qui font des sites, généralement, quand ils revendent, ils sont entre 5 et 20% de leurs ventes sur des sites, que ce soit Shopify, il n'y a pas le détail forcément, ou du WooCommerce. Voilà les données que je peux te donner, donc 80% Ok, ouais, de leur ouais. bien. Mais attention, tu as sur les fiches que tu vois, tu as le chiffre d'affaires et le profit mensuel. Mais pour être intègre dans mes propos, je sais pas combien représente la marge du Shopify par rapport à Amazon. Tu vois, pour être totalement intègre, je vois le chiffre d'affaires. On sait que le chiffre d'affaires est entre 5 et 20% des grosses boutiques qui sont vendues. Moi, je regarde les boutiques qui sont vendues pour ceux qui font entre 3 000 et 10 000 euros de profit mensuel. Tu vois, grosso modo, dans les fourchettes que je suis et que je vise de façon smart, c'est-à-dire que viser un profit de 50 000, 100 000 euros mensuels, j'y suis pas. Et en final, on regarde des shops qui se vendent plusieurs millions. Donc moi, je regarde les shops qui se vendent entre 100 et 500 000 euros mensuels. 500 000, 100 000 et 500 euros, 500 000, je me perds dans les propos, à la sortie. Voilà. Donc, ce que j'observe, c'est que les boutiques, c'est ouais, entre 5 et 20, allez, 25% peut-être de chiffre d'affaires sur le site e-commerce. Par contre, je n'ai pas le prorata de la marge. Peut-être que la marge est de 40% sur le site e-commerce et de 25 à 30% sur Amazon. Tu vois, ça, j'ai pas cette donnée-là. Mais voilà, par rapport, pour nuancer les chiffres que tu donnes, voilà, moi, les datas que j'ai, toi, tu as ça comme truc. Donc, tu vois, la finalité pour moi, c'est que le but, c'est de faire les deux, en fait. Tu vois. Ok, donc on a vu Amazon, Shopify. Bon, de toute façon, on refera des débats où la prochaine fois, on essaiera de même faire des études de cas, de montrer un peu ce qu'on fait sur les deux plateformes. En fait, il n'y a pas vraiment de vérité absolue. Non. Amazon, Shopify, l'idéal, c'est de faire les deux de toute façon. Même Omar, lui, il préfère WooCommerce. Ça, c'est encore une autre plateforme. Et aussi, il n'y a pas que Amazon. N'oubliez pas, il y a plein de marketplaces aujourd'hui. Vous serez surpris de voir les marketplaces spécialisés où des vendeurs font beaucoup plus d'argent que des vendeurs sur Amazon. Je prends un exemple avant de changer de sujet. Vous prenez la plateforme Mano Mano, spécialisée en bricolage. Il y a des vendeurs de bricolage qui font bien plus d'argent chez Mano Mano que sur Amazon. Mais vous les connaissez pas. Et voilà. Mais c'est Ok. très dur d'y rentrer. Ils veulent pas que vous les connaissiez. Ils veulent. Ouais. Ouais, Et ils font pas de chaîne YouTube. Ils font pas de chaîne YouTube ou de formation parce qu'ils n'ont pas intérêt en fait à vous rentrer là-dedans. Ok. Bon, on a fini ce sujet. Maintenant, on va passer au deuxième sujet. Ça aussi, c'est un sujet brûlant. C'est un sujet d'actualité, on peut dire. C'est l'expatriation. Donc là, on est 4. On est 2 expatriés et on est 2 résidents en France. Je sais pas comment. De Je sais pas Gaulois. s'il y a un De mot pour Gaulois. le dire. De De Gaulois. Gaulois. Voilà. Nous, avec Jean, on est en Asie depuis déjà presque 10 ans. Grosse peine. Voilà, on a des parcours différents, mais on est expatriés en Asie.
Donc, la première question que j'ai notée, attendez, je la reprends, c'est pourquoi tant de Français cherchent-ils à quitter la France? Et là, je vais commencer par Jean. Jean, toi, tu as quitté la France il y a déjà pas mal de temps et tu as une opinion assez tranchée sur ce sujet, donc on t'écoute. Pourquoi? Après, moi, je suis pas dans la tête de chacun. Chacun a des motivations différentes, mais peut-être que d'un point de vue entrepreneurial, c'est vrai qu'en France, on a l'impression qu'on est bridé, quoi. C'est dommage parce que moi, j'en vois même autour de moi et des gens qui étaient en école de commerce avec moi, etc. La plupart de ceux qui réussissent le mieux, bah, ils partent de la France parce qu'ils ont plus le choix. Par rapport à quoi? Parce que bah, par rapport à la fiscalité, par rapport à plein de choses. En fait, la France, nous, on est d'accord pour payer des. Enfin, je veux dire, tu payes le prix de rester en France, tu payes des impôts, etc. Mais il faut que ça serve à quelque chose derrière. Et puis, il faut que tu sois dans un environnement incitatif. Et j'ai l'impression, moi, personnellement, c'est mon impression, mais j'ai l'impression qu'en France, voilà, c'est un peu plus difficile de faire de l'argent, le rapport à l'argent, le rapport au business, les gens que tu rencontres, etc. C'est une mentalité. C'est tout simplement une question de mentalité. Je sais pas, quand tu vas à Hong Kong, c'est le jour et la nuit avec la France. À Hong Kong, limite, t'es obligé de gagner de l'argent, tu vois, si tu vis là-bas. T'as pas le choix. Donc, pourquoi les gens quittent la France? Bah, j'ai l'impression qu'ils ont cette sensation qu'en France, c'est difficile, plus difficile de gagner de l'argent, c'est plus difficile de faire un business, t'as plus de bâtons dans les roues, t'as tout un tas de formalités administratives, etc. Enfin, je veux dire, tout ça ne tient pas debout, quoi. Donc voilà, la plupart des gens partent. Et moi, personnellement, je trouve que aussi, bon, l'Asie, moi, je suis un amoureux de l'Asie. J'ai fait mes premiers pas en Chine en 2009, donc ça fait 15 ans. J'aime beaucoup l'Asie, la Chine, mais pas que la Chine, hein, la Thaïlande aussi, j'y ai vécu plusieurs années, j'aime beaucoup. Et au-delà de toutes les opportunités, de toutes les personnes que tu peux rencontrer, qui font du business, etc. Bon, tout ça, c'est quand même, ça te tire vers le haut, tu vois, de rencontrer toutes ces personnes. Mais il y a aussi un cadre de vie qui est très agréable. Donc pourquoi les gens quittent la France? Peut-être, bah déjà parce que c'est plus facile de faire du business ailleurs, et qu'en plus de ça, il fait peut-être ils ont cette sensation qu'il fait bon vivre ailleurs. Alors il y en a qui s'expatrient, je sais pas moi, si t'as l'Asie, t'as le Mexique, t'as le Maghreb, Voilà, après il faut, moi je suis pas dans la tête de tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de barrières pour ceux qui veulent faire du business. Moi c'est la sensation que j'ai en tout cas. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc toi, tu penses que les gens partent surtout pour des raisons fiscales ou économiques, majoritairement. Ouais, parce que ouais, et puis de plus en plus social aussi. Moi quand je rentre en France personnellement, ça me met plus des étoiles dans les yeux. J'aime Paris, moi je suis de Paris à la base, donc j'aime rentrer à Paris, etc. Mais vivre toute l'année là-bas, je sais pas, il y a un espèce de climat, un malaise social. J'ai l'impression, c'est mon point de vue. Désolé Ok. pour ceux qui sont en France et qui n'ont pas la même chose. Moi c'est mon point de vue en tout cas. Il y a plusieurs facteurs. On est là pour pas parler chinois, justement, ce podcast, pour donner notre opinion un peu tranchée, voire même des opinions assez clivantes. C'est le but d'un podcast aussi. Moi, si je dirais les causes de l'expatriation, si je prends mon cas, c'était purement économique parce que je trouvais pas de travail en France, tout simplement. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je trouvais pas de travail. Et je suis parti en République tchèque, j'ai trouvé du travail. De République tchèque, je suis parti en Thaïlande, j'ai trouvé du travail. Ensuite, je suis allé en Chine. Ensuite, je suis allé à Hong Kong, j'ai monté une entreprise à Hong Kong. Et aussi, il y a certains pays où, par exemple, tu prends Hong Kong, tu veux monter une boîte à Hong Kong. En fait, tu arrives, tu présentes un projet, tu dis voilà, ben, je vais créer une entreprise, j'ai du business. Bon, ben, 3 jours après, tu as ta boîte à Hong Kong, par exemple. En France, tu veux créer une boîte, c'est un peu plus fastidieux. Quoique maintenant, quand même, il faut quand même dire la vérité. Avec des plateformes type Dougs, par exemple, nous, on a travaillé avec eux, tu peux créer une boîte en quelques jours de manière digitale, mais tu as toujours les contraintes administratives, fiscales à gérer. Donc, je trouve que quand même la France a fait des efforts au niveau création d'entreprise, au niveau fiscalité, mais quand tu regardes les chiffres objectifs, ça reste un enfer fiscal. Sauf pour les très riches. Et c'est ça le problème, c'est que les très riches, eux, ils savent comment échapper à l'impôt. Et on va dire la classe moyenne entrepreneuriale ou salariale, elle se fait, on va dire, découper en deux. Donc, c'est, je pense, aussi une des raisons pour lesquelles… Pas Xavier Niel ou je sais pas qui disait que la Si France c'est un Xavier paradis. Niel dit que la France est un paradis fiscal. Mais il a raison. Mais parce que lui, il parle de quand tu es milliardaire. Ouais, voilà. Ouais, je pense enfin, la France, c'est quand même un vivier. Alors, le côté social, je suis d'accord. Il y a un malaise social, ça c'est indéniable. Il y a un problème de ce côté-là. Maintenant, la pression des charges, etc. Bon, là, on parle d'une personne qui se lance tout seul. Pourquoi tu parles de charges? Pourquoi tu parles de tout ça? En fait, il y a une grande. Enfin,
Si tu es au début de ton parcours entrepreneurial, par exemple, tu es salarié aujourd'hui, tu vas pas dire, OK, je vais quitter la France. Aujourd'hui, la France t'offre la possibilité d'être au chômage, de gagner de l'argent, de pouvoir te lancer et même te former. Tu as du CPF, tu as des associations, tu as des meetings, des machins de partout en France qui promouvoient l'entrepreneuriat. Alors après, le niveau reste à... Voilà, le niveau, il est ce qu'il est, mais en tant que débutant, si tu démarres, tu n'as jamais mis les pieds là-dedans, etc., c'est quand même extraordinaire. Tu as la BPI. Aujourd'hui, critique-la si tu veux la critiquer pour les startups, tu veux monter une startup, avec tous les inconvénients que ça a, tu dis IA, il te donne de l'argent, mais tu peux monter ta boîte ici, tu vois. Et rien ne t'empêche ensuite dans un focus d'optimisation, etc., d'aller t'expat ou de mettre ta boîte autre part parce que ton modèle, il rentre pas. Mais moi, je dirais que fondamentalement, si ta boîte, elle marche en France, ça veut dire que c'est une boîte qui est très, très solide. C'est-à-dire que même avec une pression fiscale, elle est là. Maintenant, quel genre de boîte tu fais? Si tu es dans le digital, évidemment, peut-être que t'as intérêt à sortir. Après, il y a les points de vue personnels aussi. Moi, personnellement, j'ai des enfants, j'ai une famille, donc sur place, donc ça va être un peu plus compliqué, tu vois, de partir. Mais que ça soit possible, et j'envisage de partir, ne serait-ce qu'un an ou deux, tu vois, au départ. Et je pense qu'il y a vraiment un équilibre, une balance à avoir là-dessus. Et en France, tu peux ouvrir ta boîte ici. C'est pas vrai. Tu peux très bien monter ta boîte ici, apprendre, voilà, rencontrer des gens, etc. Maintenant, ouais, tu vas en Thaïlande. Pourquoi il part Moi, si je peux rajouter, je suis d'accord avec Omar en fait au départ parce que nous déjà on est installé ici, on a des familles, donc en fait la question elle est que pour l'instant la question se pose pas, tu vois, t'es posé ici et en fait tu composes avec ton environnement. La question c'est de te lancer. La première étape en fait c'est de quitter ton salariat comme on venait tout à l'heure. Et en fait tout à l'heure il y avait un argument que j'avais pas pu donner, quelque chose que je voulais dire et Omar a appuyé dessus là, c'est que en fait tu as une formule de départ en fait en France qui est justement des salariés, d'accord. Tu mets de l'argent de côté pour ton projet, tu composes dans l'environnement social qu'on parlait, tu te lances en parallèle de ton emploi, tu montes généralement une SASU, tu vois, pour nos activités, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu payes pas de charges sociales comme dans une ERL ou une SARL, tu es à l'abri parce que tu payes déjà des charges sociales avec ton salaire, tu ouvres ta structure. Et après, moi, ce que je conseille justement, c'est de partir en douceur, d'accord. Tu as accumulé des droits chômage qui sont déjà passés de 24 à 18 mois, donc il faut en profiter maintenant justement parce qu'à un moment donné, pour le coup, ils vont nous les sauter. Et tu peux partir en douceur, c'est-à-dire qu'une fois que tu as lancé ta rampe de lancement de ton business, d'où je parlais de l'organisation des deux au départ, de ton emploi et de ton business, après tu pars tranquillement. Et ça, c'est vrai que la France, je sais parce que je l'ai fait, et te prends pas la tête en fait avec ça. Si tu me donnes les papiers, tu donnes justement ton cabis, que tu donnes à un relevé, je sais plus le nom exact, mais en fait, Dougs par exemple te le fait, une attestation que tu t'es pas versé de salaire, etc. Tu donnes ça à Pôle emploi, ils te prennent pas la tête, tu t'es pas versé de salaire, donc tu n'as aucune rémunération de ta SASU et tu peux toucher le chômage en même temps que ton business, ce qui fait que tu touches pas à la trésor, tu vois. Et ça, c'est vrai qu'en France, tu as toutes ces opportunités de départ. Et je pense que les gens, justement, ne partent pour des raisons économiques à un certain moment et que c'est pas tout le monde qui part, en fait, que tu disais, Jean, justement, c'est les gens qui ont de l'argent qui partent, tu vois. Donc, pour les gens au départ qu'on n'ont pas quand on commence, quitter la France pour aller où? Dans quel environnement? Justement, je pense qu'il faut être optimiste, prendre ce qu'il y a de bon dans la France, te poser la question et à un moment donné, partir si tu as besoin. Mais je pense pas que les gens partent pour des raisons économiques au départ parce de toute façon, ils ont pas d'argent pour partir. Tu vois, il faut quand même un certain capital, etc. Tu vois, et c'est quand tu as trop d'argent que tu te fais plomber par le fisc, etc. et que tu vois que tu cotises pour beaucoup de choses socialement, que tu vois que les hôpitaux, il y a des problèmes, que les écoles, le niveau scolaire chute, etc. Tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai envie de partir, mais c'est pas forcément des raisons économiques, tu vois. On est quand même passé à 15% aujourd'hui sur 42 000 euros de bénéfice à 15% d'impôts, tu vois, sur les sociétés. Après, on passe à 25. Déjà, quand tu commences à faire 42 000 de résultats nets, hein, je parle après des salaires si tu t'en verses, après toutes tes charges fixes, etc. Déjà, c'est pas mal, hein, tu vois, toutes les boîtes ne font pas ça. Et je pense que déjà, dans le économique, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. C'est plus l'enfer fiscal que ça l'était, tu vois. Les États-Unis ont une pression fiscale autant, voire supérieure à la France. Le problème de la France, si tu résumes bien, que tu regardes d'une façon vraiment holistique, tu regardes tout, l'impôt sur le revenu, on se fait taxer, mais c'est pas pire que dans certains pays. L'impôt sur les sociétés, on n'est pas si dégueu. Là où on se fait défoncer injustement, c'est sur les charges sociales qui sont au prorata de ce que tu payes. Nous, oui.
Donc, les charges sociales, dès que tu veux te verser des salaires, et pour le coup, tu en as besoin dès que tu cherches un logement, pour ceux qui vont voir des banques, c'est pas forcément notre cas, mais donc tout ça, tu as besoin d'avoir ta fiche de paie, et là, tu te fais taxer au minimum 45%. Donc, c'est scandaleux. Après, tu as l'auto-entreprise aussi comme statut qui est pas mal en France, tu vois, où tu peux lancer une affaire pour 0 €, tu n'ouvres rien. C'est mieux pour la prestation de service et tu te fais avec le prélèvement libératoire, etc., en prenant en compte tes impôts et tout, tu es à 25-26% de charge. Donc, il y a des choses qui sont pas mal. Pour finir avec ce que je Moi, voulais je dire, dirais, les gens, ils partent surtout pour le social en ce moment. Moi, quand je parle avec les gens, ils veulent partir parce que tu as quand même un racisme. Alors, je veux pas tomber dans les trucs comme ça parce que c'est pas mon débat, mais tu sens que voilà, pour les gens voilà, qui ont une confession musulmane et pratiquants, tu sens une pression quand même dessus exacerbante. Tu as le wokisme dans les écoles. Moi, personnellement, c'est un truc qui me fait flipper, tu vois, avec, moi, je sais pas pour toi, Omar, mais tous ces trucs dans les écoles aujourd'hui où c'est plus comme avant. On vient avec des trucs clivants pour des enfants de 3 piges. Moi, ça me fout les boules. Les gens viennent aussi pour, t'as vu tout ce qui se passe, là, la petite Camélia, là, le mec avec la roue avant, là, tout ça. Et le mec qui sort. Comment tu veux. la sécurité, ouais. Ouais, tu vois, mais l'insécurité et l'injustice, tu vois, sociale. Les gens partent parce que le pays se barre en vrille, tu vois, et que c'est pas des gens qui détestent la France, des gens qui. Ça fait partie des paramètres, mais je pense qu'il y a aussi quand même moi, c'est ma vision des choses, mais j'ai Oui, l'impression que moi je te rappelle, mais je trouve que quand tu es en France, tu penser. c'est l'entrepreneuriat, même si on a enfin, je veux dire, oui, tu as le chômage, etc., mais tu le payes, hein, c'est des cotisations. Donc, bon, je suis d'accord avec toi. En fait, tu as une robe de lancement qui est pas dégueu, tu vois. En fait, il faut. Ouais. Non, mais Ouais, il y a plein de trucs elle est pas totalement éclatée, tu vois. Donc, Ouais. je pense que si on parle à quelqu'un aujourd'hui, après, voilà, ça dépend à qui, mais si on parle à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, en gros, il n'a pas besoin d'aller en Thaïlande pour monter sa boîte. Voilà, si dans sa tête, c'est le Surtout pas en truc qui Thaïlande. bloque, Surtout pas en Thaïlande, d'ailleurs. voilà. Il n'a pas besoin d'aller en Thaïlande ou autre part pour Ouais, monter sa genre c'est boîte. des NLC, tu sais, comme C'est on entend. exactement ça. Sauf si le gars, il se dit, sauf le gars, il a vraiment des problèmes, etc. Il veut faire un voyage pour on va dire, couper toutes C'est les, ça. Et puis, couper les interactions, etc. Il part, tu vois. Mais sinon, il peut monter sa boîte. Maintenant, monter sa boîte et gérer la croissance de sa boîte. c'est ça. Quand je dis boîte, par exemple, je prends le e-commerce parce que monter son e-commerce, scaler son e-commerce en France, c'est vrai que ça relève quand même au niveau de la croissance, ça va relever quand même de quelque chose qui va être un peu difficile. Tu vas perdre des points de marge que tu peux investir, etc. Maintenant, scaler, ça veut dire que tu vas en Europe, etc. Enfin, tu vas dans plusieurs pays. Donc, si c'est un e-commerçant, j'ai envie de te dire pourquoi ne pas partir, pas pourquoi partir, mais pourquoi ne pas partir. Mais le gars, il est déjà là, il est déjà établi, il fait 100, 200, 400, 500 K par mois de chiffre d'affaires. Bon, lui, il est libre en réalité, il peut aller où il veut, il domicile son entreprise où il veut, qu'il soit en France ou qu'il soit ailleurs, ça change pas grand-chose à sa vie, c'est un choix de vie. Maintenant, le gars qui commence là, je parle au mec qui veut se démarrer, Ouais. t'as pas besoin de partir. Tu peux Non. lancer ta boîte, ton site, t'as pas besoin de partir, il se passera rien de Ah, mais en plus quand guise tu de partiras dans un autre pays. En guise de tremplin, c'est pertinent ce que tu as dit tout à l'heure, Omar. En guise de tremplin, on a pas mal d'aides, tu as le CPF. Bon, bien que Voilà. c'est tes cotisations, c'est Je veux dire, genre. Donc, Oui. et c'est juste une partition différente de ton porte-monnaie, tu vois. C'est comme la retraite. Enfin, je veux dire, tu l'as mérité ta retraite parce que tu l'as payée d'un côté, tu vois. Donc, bon, en guise de tremplin, il y a pas mal de facilités. Ouais. En guise de tremplin, il y a pas mal de facilités. Ouais. Il y a pas mal de facilités, mais par la suite, tu vois, la plupart des gens, ils partent pour certaines raisons quand même. Après, il y a le facteur social, mais il y a aussi le facteur peut-être Parce qu'ils ont de entrepreneurial. l'argent, tu vois. Ils partent Moi, parce je te qu'ils ont dis de que- l'argent, justement. Mathieu, À ce moment-là, c'est pertinent. Mathieu, Ah, Mehdi, non, Mathieu, tu te ouais. trompes. Mais Moi, regarde, Mehdi, il est moi, je parti, suis parti sur pas d'argent. Ouais, mais maintenant, la plupart des gens, ils partent parce qu'ils ont de l'oseille. En fait, c'est une Si question tu de pars, si tu pars que pour tu payer fais moins passer. d'impôts, tu vas être malheureux. Si tu pars pour payer moins d'impôts, Ah, mais tu c'est vas ce être que je te malheureux. dis. Mais les gens partent parce que au bout d'un moment, ils ont de l'argent, ils se posent toutes ces questions sociales. Mais justement, ce que je te dis, c'est quand tu es en bas de l'échelle au départ, tu pars, mais pour aller où? Parce que ce qu'on oublie de parler aussi, c'est qu'il y a aussi des barrières culturelles, mais il y a les barrières de la langue, il y a plein de trucs quand tu pars, tu vois. On va y Ouais, venir vite au fait, mauvais côté. maintenant, il n'y a plus trop de barrières de la langue. Partout, ça parle anglais. Si, il y en a beaucoup. On va y venir sur les mauvais côtés de l'expatriation. C'est la prochaine question, justement. En fait, je voulais Vas-y, Mathieu, je t'en prie. remettre un point sur le e-commerce parce que c'est Omar qui parlait ça dans la Fisca. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand tu vends, par exemple, en Europe ou en France, tu es économiquement attaché à la France aussi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, en fait. Parce que des fois, tu crois que tu pars et que tu payeras plus.
Mais par exemple, quand tes activités dépendent de la France te dit que tu es rattaché fiscalement aussi. Il y a des choses où tu crois que tu peux faire, mais c'est pas parce que tu habites à Dubaï que tu ne paieras plus tes impôts en France, tu vois. Ça, faut aussi le prendre en compte, hein, que tu dépends aussi de l'économie et que, voilà, on va rentrer dans les détails parce que il y a des échappatoires, il y a pas mal de trucs, mais on fait pas ce qu'on veut non plus avec la fiscalité, tu vois. C'est pas parce que tu pars que tu payes plus d'impôts en France, hein. Sauf quand tu t'appelles Xavier Niel, quoi. Ouais, mais après, Et que tu voilà. dis que la France. Non, C'est même lui. des fondations, voilà. Non, il paye des impôts en France, vous avez dit, c'est Ouais. juste qu'il. Bon, Mais c'est- moi, je dirais une chose, c'est Non, que mais déjà, la France, c'est le pays en Europe où il y a le plus de millionnaires. Déjà, ce chiffre-là, il doit faire réfléchir. Quand on dit millionnaire, on parle de patrimoine également. Oui, On parle de patrimoine même. Mais la France, en fait, c'est un pays où il y a beaucoup de riches. Chose qu'on dit rarement. Je ne sais même pas si c'est pas le pays où il y a plus de milliardaires. À vérifier. En Europe, je parle. Ah, en Europe, ouais, Donc, peut-être. si c'était le pays qui détestait les riches, ça se saurait. Déjà, je pense que c'est faux. Deuxièmement, les aides sociales. Moi, avant, j'étais plutôt, on va dire, un peu politiquement très à gauche, quand j'étais plus jeune, en fait. Parce que nous, à la maison, on regardait France 2, Parti socialiste et tout. Ouais. En fait, je me suis rendu compte de l'arnaque de tout ça, de l'arnaque des aides sociales. Quand je dis l'arnaque, c'est pas l'arnaque de l'hôpital gratuit, parce que l'hôpital gratuit, c'est une très bonne chose. C'est l'arnaque de croire que déjà, il est pas. quand l'État, voilà, quand l'État, il est à ton chevet, en fait, tu t'endors. Le risque, c'est justement de tomber dans une société. C'est comme les pays qui ont beaucoup de pétrole. Regarde les pays qui ont beaucoup de pétrole. Donc, les pays où les États ils sont très riches, souvent, la population ne travaille pas. Et le jour où il faut faire la bascule d'une économie de rente à une économie productive, il n'y a plus personne. Et la France, on n'est pas dans ce schéma-là, mais on y arrive. Tu vois qu'il y a des gens qui vivent du chômage, ils font 6 mois, ils vivent du RSA, etc. Là, ils vont commencer à couper les aides. Tu verras que ça va faire mal à beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas pris cette habitude. Et l'expatriation, elle a un gros avantage, c'est que tu arrives, il n'y a plus de parachute. Moi, quand je me suis expatrié, d'un coup, il y a plus d'aide sociale, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de sécurité sociale, il n'y a plus rien. Donc, assurance privée. Donc, par contre, de l'autre côté, tu veux un appartement, tu payes, en 2 jours, tu l'as. On ne te demande pas des fiches de paye, ton salaire, ton nom, ton prénom. Tu payes, tu as l'argent, hop, tiens, tu payes 6 mois d'avance, tu as ton appartement. Et aussi, un sujet, c'est le prochain sujet pour qu'on avance. Ce sera le dernier d'ailleurs, parce que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est là, et le 3e sujet, on le fera à un prochain épisode. C'est les mauvais côtés de l'expatriation, parce que il y en a beaucoup qui pensent que l'expatriation, c'est facile. En fait, il suffit de prendre un billet d'avion, d'aller dans un pays, mais c'est pas comme ça. Il y a un changement culturel, il y a un changement de langue, il y a un changement de nourriture, il y a un changement de climat. Il y en a qui supportent pas. Moi, j'en ai vu énormément qui n'ont pas supporté l'expatriation. Déjà, il y en a qui sont éloignés de leur famille. Ouais. Ils peuvent pas. De leurs parents, par exemple. Tu vois, de leurs amis. Il y en a au bout de 3-4 ans, ils reviennent, ils craquent. Bon. Donc, ça, c'est aussi, faut pas croire que l'expatriation, c'est facile. Faut pas croire que, je sais pas, toi, Jean, ce que tu en penses, toi, tu as vécu au Liban aussi, t'es d'origine libanaise, tu as vécu en Chine, tu as vécu en Thaïlande. Voilà, il y a des moments qui sont durs aussi dans l'expatriation. Il y a des moments de solitude. Il y a des moments de doute aussi. Et je peux te poser une question, Mehdi? Comment choisir alors son pays? Quels sont les critères pour toi? Parce que des fois, je vois des gens, tu sais, dans des bouquins très cartésiens, le climat, le truc. Comment toi, tu choisirais ton pays, tu vois? Moi, Enfin, ma la technique, Chine, ça a elle est toujours grande, tu me été. conseillerais, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Quels sont les Moi, critères? moi, j'ai toujours eu la même technique. C'est je prends un Airbnb 1 semaine ou 2, mais je le prends pas dans un lieu touristique, je le prends Ouais. dans un lieu résidentiel. D'accord. Donc, je prends un Airbnb, par exemple, 1 semaine. C'est ce que j'avais fait en Malaisie. J'étais parti à Johor, en Malaisie, ou à Kota Kinabalu. Mais avant de me dire, OK, je reste ici, en fait, voilà, je prends un Airbnb 1 semaine, 2 semaines, et je vois la vie de tous les jours. Je vois pas la vie, je vois pas les belles plages, le tourisme. Ouais, je vois la ouais, vie réelle, tu vois. Je vois la vie réelle. Si j'aime bien, je me pose. Si j'aime pas, je vais ailleurs. Ça, c'est une technique. Et je sais, on a tous des pays qui nous font rêver. Et d'ailleurs, c'est une question qui revient beaucoup. C'est toi, Mathieu ou Omar. Bon, Jean, lui, il est en Chine. Voilà, il parle chinois. Il y a une langue aussi. Parce que nous, on parle bien. Moi, je parle très bien anglais. J'ai appris en voyageant. Les gens, ils parlent le chinois, ils parlent l'arabe, ils parlent l'anglais. Donc, pour lui, à la limite, c'est facile. Mais toi, Mathieu, par exemple, si demain tu pars à Dubaï ou dans des pays anglophones, il va falloir que tu apprennes l'anglais ou tu améliores ton anglais. Il va falloir que Ouais, tu vois, plus ça, c'est un ouais. travail aussi. Ouais. Il faut y penser. Bon. Et toi, Mathieu, par exemple, c'est quoi le pays qui te ferait kiffer pour l'expat? Bah, moi, déjà, l'expat, d'un point de vue famille, c'est un peu plus compliqué parce que tu vois, tu parlais de la famille et tu vois, moi, ma femme, elle est d'origine algérienne, elle a une grande famille et tout, tu vois, et elle est très très proche de sa famille, donc partir, c'est un peu clivant, tu vois, maintenant. Moi, justement, pour la distance de famille, tu vois, je pensais justement au Maghreb, plutôt le Maroc, parce qu'il y a des facilités, tu vois, moi, j'aime bien ce pays, il y a des facilités pour
faire de l'investissement immobilier, se poser. Tu parlais justement du climat, aller dans des régions pas trop chaudes. Donc j'en ai longtemps parlé avec Omar, tu vois, et qui me parlait de Tanger, tu vois, c'est une ville justement que des choses comme ça. Moi, ça serait plutôt, voilà, moi c'est couper court au côté le plus loin de la famille possible, tu vois. Mais pour l'instant, voilà, c'est des choses qui sont pas encore à l'ordre du jour. Et je pense que bon, pour l'instant, d'un point de vue business, la France, voilà, je suis encore placé. Voilà, pour répondre à ta question, j'aurais plutôt vu ça. Ok. Et toi, Omar, un pays, bon, ça, je connais la réponse, mais vas-y, on sait jamais. Bah, moi, j'ai double passeport, hein, les amis. Mon deuxième passeport, c'est passeport marocain. Ça serait le Maroc. Au-delà d'être marocain, je trouve quand même que c'est le pays, tu vois, que tu es à 2 heures d'avion. L'avion coûte pas très cher. Bon, on va dire, c'est pas des gros invests. Tu as envie de faire un aller-retour en 2 ou 3 allers-retours dans le mois, tu peux les faire tranquillement. Il n'y a pas de souci. Ça parle français aussi. Ouais, oui, c'est Tu vois, bon. ça parle français. Tu Bon, manges bien. Ça parle pas chinois, ça c'est sûr. Ça parle ça pas parle pas chinois, non. Tu manges bien. Là, il y a de la Trop bonne bien. bouffe. C'est vrai que De le quoi Maroc, moi, c'est une option qui m'a longtemps attiré, le Maroc, quand même, parce que c'est vrai que c'est un pays assez sympa, les gens sont plutôt gentils quand même, on mange bien, il fait bon vivre, c'est pas loin de la France, Ouais, C'est puis une belle. expat le friendly. pouvoir d'achat aussi. Tu as un pouvoir d'achat, en fait. Tu vois, parce qu'on parlait tout à l'heure de fiscalité. Tu vois, moi, je suis moins regardant. Par contre, je trouve que ton ratio si tu touches 2 euros et des dollars et que tu vis avec des dirhams ou des dinars, t'es au top. Fais attention parce que le Maroc, ça commence vraiment, les Oui, prix ça commence. vraiment aussi à grimper. Du moment, si tu restes dans du classique et Oui, tu c'est ça. t'approches pas trop des côtes, t'approches pas trop des plages. Parce que sinon, tu vas avoir la foudre, elle va arriver direct. En train de- Là, l'Algérie, ça le vend quand même. Il y a beaucoup de gens là. Bon, après, c'est d'origine algérienne principalement, contrairement au Maroc où tu as des gens de toutes les nationalités, je pense, qui est un peu plus ouvert, quoi, on va dire. Mais l'Algérie, moi, tout le souhait que j'ai pour les Algériens, c'est que leur pays devienne au même stade que le Maroc, quoi, qui génère une certaine attractivité, que voilà, des expatriés pas forcément d'origine algérienne ou maghrébine puissent aller là-bas, parce qu'il y a un gros potentiel. Donc l'Algérie, c'est en train de, il y a pas mal de, d'ailleurs, on a pas mal d'importateurs qui travaillent avec nous chez Sino, qui sont d'origine algérienne et qui veulent faire un business avec l'Algérie, qui veulent retourner au pays, etc. C'est en train de. Mais bon, on n'a pas répondu aux questions, les mauvais côtés de l'expatriation. On s'est un peu écarté là, Mehdi. T'as demandé Non, mais j'ai les posé la mauvais. question Non, j'ai posé la question des pays. Si, après, il a posé nous, quels sont les Le, pays qu'on voyait. D'accord. le Maroc, Ok. il revient souvent et de toute façon, c'est une destination mainstream. Le gros avantage pour moi, au-delà du climat, de la bouffe, tout ça, pour moi, c'est la monnaie qui est convertible en fait. C'est-à-dire que tu ramènes du dinar, du dirham, Du dirham. tu ramènes du dirham, en fait, il est convertible en euros. Donc, tu sors ton dirham, les banques marocaines, elles sont très bien implantées dans le monde. Je crois que le Maroc, ils sont sous le réseau SWIFT, si je ne dis pas de bêtises, ou IBAN. Enfin, voilà, le Maroc, ils sont intégrés, on va dire, à l'Occident, si on peut dire ça comme ça. L'Algérie, non, l'Algérie, c'est beaucoup plus fermé. Et je pense pas que la politique de l'Algérie, ça sera d'accueillir du tourisme de masse, Ouais, non, ou non, de l'expatriation de masse. Je vois pas du tout ce pays faire ça. Déjà, ils en ont pas besoin. Voilà, l'Algérie, c'est un pays rentier, ils ont une rente pétrolière. Et il y a pas que, il y a la Turquie aussi, la Turquie qui revient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont partis s'expatrier en Turquie. Il y a Dubaï, qui fait rêver la plupart des jeunes entrepreneurs modernes. Chez nous, Dubaï, des c'est gens quand qui sont même, plus à ceux qui sont plus. Alors moi vraiment, moi pourtant qui suis quelqu'un de la ville Dubaï, j'en ai gardé, mais je sais pas, tu vois, j'entends des gens et tout, les Oussama Hamar et tout dire, par exemple, comment tu peux ne pas aimer Dubaï, mais comment tu peux kiffer cette ville, sérieux. Alors que moi je suis un mec de la ville. Bah, moi je suis de Paris, voilà, ça me dérange pas les grosses villes, tu vois. Bangkok, j'ai vécu des années, Shanghai, j'ai vécu des années, je kiffe les grosses villes, mais Dubaï. Comment vous faites Moi, je sais pas, je comprends pas l'engouement qui est autour de cette ville. Franchement, enfin bon, ça c'était la petite. Non, mais t'as raison. Hein, par rapport à nous, tu vois. Le Dubaï, en plus, j'y suis allé quand il faisait vraiment chaud parce que moi j'ai une cousine libanaise là-bas. Les Libanais, ils sont un peu partout dans le monde. C'est ça l'avantage, c'est que où je veux aller en général, j'ai quelqu'un de ma famille. Mais bon, après, c'est une société de service. Hein. Tu as tout ce que tu veux quand tu veux où tu veux. Mais pour ce prix-là, je préfère venir en Asie. Si tu veux du service, viens en Asie. C'est pollué, il paraît que c'est super pollué en plus, tu vois. Pollution, ah ouais, mais ça aussi on en parle. Moi, j'aime bien faire mes jogging dans le parc et tout, tu vois.
Ça, c'est des Ouais. trucs que tu peux faire en Asie. Non, même en Chine, tu sais, Shanghai, c'est plus pollué comme avant. Mais Dubaï, c'est. Après Dubaï, je pense que la raison numéro un, c'est la fisca, les gars. C'est, c'est quoi, La ils ont fiscale, encore une fois, Omar, sur mais l'ordre d'accord, mais ils sont. mais là, on est sur un truc Non, mais hyper, Omar, hyper optimisé, quoi. ouais, mais je suis pas d'accord. Moi, je suis pas- Tu les payes. Non, mais la fisca, tu payes pas d'impôts, mais tu le payes dans ta vie de tous les jours. Ouais, Regarde c'est combien tu payes. Regarde. Non, mais je veux dire, tu la payes d'une manière ou d'une autre. Faut arrêter. Ça, c'est un leurre. Je veux dire, tu vas à Dubaï, mais ça coûte la peau du cul. Moi, je préfère habiter à Hong Kong et payer le même prix dans ce cas-là. Parce que d'ailleurs, Ça, c'est chacun où il est, comment il voit le truc, tu vois. Peut-être que non, mais tu dis, de soirée à Dubaï, etc., ça plaît à certains, tu vois, et ça Oui, il y en a beaucoup parmi même des e-commerçants, parmi nos clients. On en connaît des vendeurs Amazon, des dropshippers. Ils vont à Dubaï parce que là, ils ont leur appartement dans une tour, ils font du jet ouais, ski, ils ils connaissent vont pas dans des la bons vie, ces gens. restos. Et Ça, c'est l'étape c'est 1. pas qu'ils connaissent pas, c'est pas qu'ils connaissent pas, c'est que Dubaï, comme tu as dit, t'es cadré en fait. Il y a pas de risque, tu vois, c'est ultra safe. C'est international. Je crois que 90% des habitants de Dubaï, c'est des étrangers, c'est même pas des Émiratis. Donc si tu parles anglais, tu peux te débrouiller. Tu as des écoles internationales et tout. Si tu t'expatries en Chine, par exemple, moi je parle pas de Hong Kong. Hong Kong, c'est vrai que ça ressemble, mais tu t'expatries en Chine ou même en Thaïlande, c'est quand même autre chose au niveau culturel, au niveau gastronomique, au niveau tout. Tu seras jamais en Thaïlande, par exemple, tu seras. Ouais, t'as une dimension culturelle forte en Thaïlande, par exemple. À Dubaï, c'est quoi la dimension culturelle? T'as pas de. Oui, C'est oui. très. Mais Dubaï, c'est une ville internationale et ça fait partie des villes comme Singapour, comme Hong Kong, Dubaï, j'imagine New York aussi, les villes London, des villes internationales en fait, c'est des villes mondes, ils appellent ça des villes mondes. C'est des villes mondes, en fait. C'est le monde entier qui est là-bas. Moi, ça m'a vraiment. J'ai pas du tout aimé Dubaï, quoi. Peut-être que j'y suis Moi, passé resté longtemps, je sais pas. C'est ma première impression. Voilà. j'ai eu des retours, moi, sur d'autres personnes qui sont allées dans les autres Émirats, tu vois, parce que tu as Abu Dhabi, tu as plein de Sharjah. choses. Sharjah, ouais. Attends, Pareil, c'est autre chose. pour le coup, ça coûte moins cher Non, que moi. J'ai justement une personne que j'accompagnais, j'en ai eu d'autres et qui me parlait de la vie là-bas. Et pour le coup, bah, tu as toute cette économie de service, c'est beaucoup moins cher et c'est moins comment dire, paillettes, je sais pas le mot pour parler de Dubaï, tu vois. Et donc, non, voilà, mais c'est que reste, dans toute cette région, tu as d'autres choses, tu vois. Bon, là, moi, j'ai fait quelques villes d'Arabie Saoudite. Par exemple, j'ai bien aimé Jeddah, tu vois, c'est pas mal. J'ai fait le Qatar parce que j'ai de la famille là-bas. J'ai vécu un peu moins d'un an là-bas. Le Qatar, c'est différent, bien que ça reste dans la même région. C'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai plus, il y a moins de trucs à faire, il y a moins de malls, etc. Mais j'ai plus à coucher. Et après, t'as d'autres pays, t'as même le Sultanat d'Oman et tout, Moscat et tout, c'est incroyable, oui, c'est magnifique. c'est pareil que c'est super beau. Ça. En Arabie Saoudite, t'as El Baïk. La gastronomie saoudienne. Ok, Quel, les gars. quel désastre. Bah, écoutez, On va parler. ça fait 1h22 déjà qu'on fait ce podcast. Pour le premier Ouais. épisode, je pense que c'est bien. On pourrait discuter des heures et des heures. Ça Mais... pourrait discuter des heures, c'est ça. Ok les gars, merci pour ce podcast, ce premier podcast. On parle pas chinois. Donc vous l'aurez compris, on n'est pas encore des podcasteurs professionnels. Au niveau du setup, on va s'améliorer. Au niveau de la qualité d'image, on va investir dans du matériel. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu d'autopromotion. Vous pouvez aller voir ma chaîne MediCZ. Tout sera en description, bien sûr, de la vidéo. Omar Ecom, qui va lancer sa chaîne dédiée au e-commerce parce qu'il a beaucoup de valeur à partager. Mathieu, que vous avez déjà vu sur la chaîne Sino Sourcing, qui lui aussi va lancer sa chaîne spécialisée sur Amazon FBA, mais pas que. Parce que l'avantage aussi de lancer sa chaîne, c'est qu'on peut faire autre chose que parler uniquement business. Très bien. Jean Perry, que vous connaissez pas, que je présente plus, qui incarne la boîte Sino Sourcing, qui est d'ailleurs en Chine actuellement. C'est pour ça qu'il a une assez mauvaise connexion. Mais on va essayer de régler tout ça très bientôt. Vous trouverez bien entendu les liens en description de la vidéo. Donc, si vous voulez voir notre écosystème et l'étudier, ça s'appelle Sino Sourcing. C'est un écosystème pour faire du e-commerce et performer en e-commerce depuis la Chine. Comme je le disais au début de l'épisode, on a tous un point commun ici, c'est qu'on travaille avec la Chine, c'est qu'on développe des business en Chine. On va essayer de sortir un épisode tous les jeudis, chaque semaine. On va s'y tenir avec des sujets différents. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer des sujets en commentaire. Je te remercie. Merci à Omar, merci Mathieu et merci Jean. Et à la semaine prochaine. Merci. Ciao. Merci.